Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Les amis, bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année 2024. J'en profite pour renouveler mes vœux et vous souhaiter l'abondance dans tous les domaines de votre vie. En santé, en amour, en argent, bref, partout. De mon côté, 2024 sera une année de gros challenges, avec des changements d'échelle au niveau de la structure et des ajustements à trouver pour pérenniser l'activité sans me perdre en route. J'en profite pour vous dire que je recrute actuellement un monteur son et vidéo pour le podcast et la chaîne YouTube, mais aussi un claviériste pour mon prochain spectacle, et enfin un animateur culturel à temps plein. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez postuler, vous trouverez toutes les informations sur les différents réseaux sociaux du Bazar Culturel. On commence l'année avec un sujet des plus intéressants, puisqu'il sera aujourd'hui question de cinéma et de pédagogie. Comment apprendre le cinéma ? Faire une école, est-ce un gage de qualité ? Ne peut-on pas faire autrement ? En inventant par exemple des formes de pédagogie plus horizontales ? Ce sont toutes ces questions que s'est posé mon invité du jour, Guillaume Desjardins. Scénariste et réalisateur, il est notamment à l'origine de la série L'Effondrement, produite par Canal+ en 2020, et du collectif Les Parasites, connu pour ses courts-métrages décalés et engagés. Il est également formateur via la chaîne YouTube Rouge Vert Bleu et créateur de l'Atelier 7, une résidence de formation pour cinéastes. Salut Guillaume, bienvenue. Salut Alex. Comment ça va ? Bah ça va et toi? Ouais, super. Je suis ravi de t'accueillir ici. Depuis le temps que je suis ton travail, c'est un plaisir de faire ta connaissance en vrai et de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours et sur ta passion et sur tout ce que tu crées, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui existent. Avant qu'on démarre, j'ai une petite question pour toi. J'imagine une journée sans contrainte ni horaire. Sans contrainte ni horaire, je dois décrire ma journée? C'est ça. Waouh. Bah je dors énormément et sans contrainte ni horaire. Bah non, mais en vrai c'est déjà mes journées, hein. Pour la plupart du temps, c'est déjà mes journées. Euh, Bah je fais ce qui m'amuse quoi. Donc en vrai, je fais des vidéos ou je bidouille du site internet ou ouais, je joue je vois des amis, je joue avec mes amis. Enfin, je sais pas quoi te répondre, mais ouais, voilà. Eh ben écoute, c'est plutôt, si t'es plutôt aligné par rapport à ce que tu fais, c'est plutôt chouette. Bah ouais, bah en même temps, j'ai choisi cette voie pour ça, hein, de la vidéo, pour justement être aligné avec mon métier ou en tout cas l'activité qui va me prendre le plus de temps dans ma vie. Donc du coup, ouais, c'est important, c'est un bon cap pour moi en tout cas, euh, de me rappeler que je fais ça pour m'amuser, et du coup, de continuellement essayer de viser ça comme objectif plutôt que de se perdre dans des trucs de rentabilité, d'argent et tout, qui sont des moteurs qui, moi, m'ont jamais aidé à avancer. Justement, ça a été quoi le point de départ de ton parcours? Comment est-ce que tu en es venu à vouloir faire du cinéma? Bah, j'ai eu la chance d'avoir une caméra entre les mains très jeune, parce que mon père avait une caméra H8 pour filmer les vacances, tu vois, et puis nos enfances et tout. Et au tout début, c'était mon grand frère qui filmait, et je faisais le pitre, comme on dit, devant la caméra, et puis il a arrêté de filmer, et puis j'ai pris la caméra et j'ai continué de filmer. Je filmais mes frères, je filmais mes cousins, mes copains au collège, au lycée. Et puis en fait, c'était vraiment un jeu. Enfin, il n'y avait aucune prétention à faire des œuvres d'art ou je ne sais quoi, tu vois. C'était vraiment un jeu. Et ben voilà, j'essaye de continuer que ça reste un jeu. Donc après ton parcours au lycée, tu te décides à faire une école. Ça a été tout de suite après? Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes avant? Comment t'en es venu à décider que justement ce jeu allait pouvoir devenir un métier? Ouais, j'ai l'impression de m'en être rendu compte un peu tard. Et en même temps, il y avait que ça. Enfin, j'étais tellement obsédé par ça que c'en est devenu un peu une suite logique quand j'ai compris que ça pouvait être un métier. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire un lycée avec option audiovisuelle. Bon, au final, j'ai fait que la seconde et la première.
parce que je trouvais qu'on faisait rien. Enfin, ça me saoulait. On était plus là à analyser l'histoire du cinéma et tout. Et j'avoue, je fais pas de la vidéo par cinéphilie, tu vois. Je suis pas un addict de bouffer énormément de films. Je suis plus un addict de fabriquer des vidéos. Et du coup, je m'ennuyais un peu. J'avais l'impression qu'on me volait 3 heures de mon temps chaque semaine. Et je me disais, mais attends, mais si j'arrête l'option, ça me fait 3 heures pour pouvoir faire des films. Et du coup, j'ai arrêté l'option en terminale. Je l'ai passé en candidat libre. Donc j'ai repris tout mon dossier de première parce que tu sais, il te faut un peu un bac à blanc, on va dire, en première. Et du coup, j'ai repris mon dossier de première et j'ai rendu ça en terminale pour pas avoir à bosser le truc. Mais j'ai fait un film. Ça, pour le coup, j'ai fait le film parce qu'il faut rendre un petit film. Donc j'ai fait le film et je l'ai rendu. Et voilà. Et après, bah, je me suis renseigné sur ce qui existait en termes d'école. Je voyais qu'il y avait les BTS, mais j'avais peur de m'enfermer dans un BTS dans le sens où bah, il y a tout qui m'intéresse, quoi. Je voulais pas me restreindre à faire, me spécialiser dans l'image ou dans le montage ou dans la prod ou quoi. Il y a vraiment tout qui m'intéresse. Du coup, j'ai essayé de chercher des choses qui étaient plus complets. Euh, et du coup, bon, encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir, d'avoir les parents qui m'ont soutenu pour que je puisse rentrer dans une école de cinéma privée où j'ai fait une section réalisation en 3 ans. Et Voilà. c'est là que tu as fait la connaissance des personnes qui t'ont accompagné sur le lancement du collectif Les Parasites, si je dis pas de bêtises. Ouais, en fait, Jérémy Bernard était dans ma classe dès la première année de l'école de ciné. Et ensuite, ouais, j'ai rencontré Samuel Durana, qui est comédien et qui a fait partie aussi de l'équipe de 48 heures, Les Parasites, dès le début. Et puis ensuite, Bastien Huguetto aussi, qui était une année, qui était aussi à l'écart, bah, qu'on s'est vraiment rencontrés sur les 48 heures, quoi. Ça a été vos premiers projets, ça, les 48 heures? C'est comme ça que vous vous êtes fait un petit peu connaître au départ? Bah, évidemment, pendant l'école de ciné, on a eu la chance de beaucoup, beaucoup pratiquer, de faire beaucoup de films. Et puis, en fait, moi, ça m'a un peu perdu l'école de ciné parce que justement, ça te fout des objectifs dans la tête de ouah, faut faire du cinéma, faut faire des grands films, etc. Puis un peu une voie toute préconçue qu'il faut suivre, faut monter l'échelle petit à petit, etc. Enfin, tout ça, en fait, me correspondait pas, mais tu rentres dans ce moule-là, de la compétition, de tout ça. Et du coup, bah, une fois que tu sors de l'école, enfin moi, une fois que je suis sorti de l'école, limite, j'en ai perdu la flamme de faire des courts-métrages parce que je me disais, ouais, en fait, il faut une équipe énorme. Enfin, ça m'a un peu bloqué. Et, et puis un jour, je m'inscris au 48 Heures Film Project avec un nom d'équipe qui s'appelle les Ninjas. Et vraiment, j'étais dans l'optique de le faire pour gagner. Et du coup, j'avais prévu une grosse équipe de monteurs. On était dans la grosse baraque d'un pote. Il y avait plein de comédiens. Il y avait un cadreur, alors que d'habitude, j'ai l'habitude de cadrer. Enfin, moi, je m'étais vraiment hyper entouré. Et au final, on n'a même pas rendu le film parce que déjà, l'expérience n'était pas hyper plaisante. C'était éreintant parce qu'on a tourné pendant 24 heures non-stop de midi samedi à midi dimanche. Il y avait deux monteurs qui montaient en parallèle. On a fait un film de 12 minutes alors qu'il faut en faire 7. Le son saturé parce qu'il y a un mauvais réglage, parce que les ingé sons voulaient enregistrer sur leur enregistreur. Et du coup, ils n'ont pas bien réglé le son qui rentrait directement dans la caméra. Les monteurs l'ont pas synchronisé. Enfin bref, ça a été tout un bordel qui fait qu'à la fin, ok, il faisait 7 minutes, mais le son saturait tout du long. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on ait un son? Enfin, il fallait pas monter ça, fallait qu'on synchronise, mais on n'a pas eu le temps de resynchroniser. Mais très bien, ça m'a tellement servi de leçon que l'année d'après, bah, je me suis réinscrit, mais cette fois, je me suis dit, ok, on va être les. Cette fois, je le fais vraiment pour m'amuser. J'ai envie de retrouver justement le jeu que j'avais quand j'étais enfant et que je faisais des petits films sans prétention, quoi. Le but, c'est juste de s'amuser avec des amis. Et du coup, c'est pour ça que j'ai nommé l'équipe les Parasites, parce que je me suis dit, on va être les parasites du concours. On le fait pas pour gagner, on le fait pour s'amuser. Et après, l'idée des parasites me plaisait aussi. Euh, les parasites vidéo qui cassent un peu l'écran, ou alors les parasites d'un système malade. Enfin bref, tout ça l'idée me plaisait, quoi. Voilà, et après, ouais, les parasites, en fait, au tout début, si je me rappelle bien, la chaîne, enfin, donc on participe aux 48 heures, au défi 48 heures, et puis une fois que le film est fini, bah, je le mets sur YouTube, et en fait, je le mettais sur la chaîne du nom de ma boîte. J'avais monté une boîte de prod qui s'appelle Synchrone, et je le mettais sur cette chaîne YouTube. Et en fait, comme il y avait que les 48 heures des Parasites, parce que du coup, à chaque fois que je me suis réinscrit aux 48 heures, j'ai repris le même nom d'équipe, quoi, les Parasites.
Et, euh, et du coup, bah, à la fin, j'ai renommé la chaîne YouTube Les Parasites. Enfin, à la fin, assez tôt, j'ai renommé la chaîne YouTube Les Parasites et c'est devenu. Et du coup, ouais, on a commencé à avoir une audience, je pense, de par le réseau des 48 heures, vu qu'on en a fait beaucoup. On commençait à être connu de par le réseau des 48 heures. Et en vrai, on a commencé à atteindre les 10 000, puis les 20 000 abonnés. Et là, on a eu la chance d'avoir un gros coup de pouce de la part d'un YouTuber dont sa chaîne s'appelle Doc7 et qui a parlé de nous. Et on a pris 100 000 abonnés en quelques jours. Et du coup, depuis, ça a continué d'augmenter, mais on n'a pas eu besoin de jouer énormément au jeu des algorithmes, etc. De toute façon, on n'y a pas réussi. On a tenté, on n'a pas réussi. Pour faire de la fiction, c'est trop dur de sortir une fiction toutes les semaines. Enfin, c'était pas notre objectif. On s'est dit, on va sortir une fiction tous les mois. Et puis, toutes les semaines, on essaiera quand même de sortir une vidéo. Donc, ça serait un teaser, puis le week-end d'après, le film, puis le week-end d'après, un making-of, puis le week-end d'après, un vlog pour présenter un membre de l'équipe. Et on s'est dit, on va faire des roulements comme ça d'un mois. On a tenu 2 mois. Voilà. Et puis, on s'est arrêté. Ouais. Mais voilà, mais après on s'est dit bah non, mais en fait ça fait des films un peu nuls parce qu'on est obligé de faire on s'oblige à faire des films. Bon, c'est ce qu'on faisait en 48 heures, mais au moins il y a des contraintes qui le justifient. Là, c'était un peu factice et du coup on s'est dit bah non, on va se poser pour prendre le temps d'écrire des trucs qui nous tiennent à cœur, quoi. Tu parlais tout à l'heure du fait que dans le cinéma, il y avait beaucoup cette logique d'échelon. Et je pense que c'est un petit peu la même chose dans le théâtre, tu vois, où tu as un peu d'un côté des personnes qui sont très privilégiées et qui du coup peuvent en faire leur métier et d'autres qui galèrent davantage. Est-ce que toi, tu te considères plutôt comme un privilégié, comme un non privilégié? Et si oui, à quel moment est-ce que tu en as pris conscience? Ah bah si, ouais, je suis un privilégié. Euh, Quand j'en ai pris conscience, je sais pas, peut-être, je saurais pas te dire quand, mais rien que de pouvoir faire une école de cinéma privée à Paris, rien que ça, tu vois, c'est privilégié. Rien que d'avoir des parents qui te disent oui, oui, ok, vas-y, c'est c'est déjà un privilège. Et puis même d'avoir le temps aussi de se laisser le temps parce que héberger encore chez les parents, parce que de se laisser le temps en fait de faire ses créations, de d'écrire, tout ça, en fait, c'est un luxe de ouf. Et donc clairement, de c'est pas que j'ai l'impression d'avoir grillé des échelons parce que je sais pas si cette idée d'échelon est réelle dans le sens où en fait enfin moi je me suis dit non mais en fait je vais pas j'y crois pas à ce parcours où peut-être à 90 ans je ferai mon premier long métrage, tu vois. Mais en vrai même cette idée d'objectif de long métrage pour moi je l'ai oublié. J'ai l'impression que ça a été plus mis dans ma tête par la société, par l'école de cinéma et tout. Et en fait, si je fais jamais de long de ma vie, je serai pas plus malheureux. Enfin, c'est pas un objectif en soi. En fait, je veux juste m'amuser à faire des trucs qui m'amusent. Si c'est pas de la vidéo, c'est OK aussi. Euh, donc ouais, j'avais pas envie je voulais faire direct ce qui m'amusait. Donc du coup, je me suis dit, bah non, mais ce qui m'amuse, c'est de réaliser, même si c'est des petits trucs. Et du coup, voilà, j'ai commencé à réaliser tout de suite des petits trucs, mais des vidéos de commandes nulles, des petits reportages, etc., qui m'ont presque amené à me dégoûter de ma passion. Mais du coup, grâce aux 48 heures, en vrai, j'ai réussi à refaire de la fiction. Qui est-ce qui met cette pression à faire des longs métrages, à avoir des échelons? C'est les producteurs, c'est le système qui s'auto-alimente sur cette façon de faire. Ouais, j'ai l'impression que pour moi, ça a été déjà l'école de cinéma qui attrape les gens en disant vous allez faire du cinéma, tu vois. J'ai l'impression que ça a évolué un peu depuis parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, YouTube, enfin TikTok et compagnie, euh, les écoles de ciné ou de multimédia et tout ont pris conscience que enfin que le métier de la vidéo se limitait pas au cinéma et qu'on pouvait faire rêver les jeunes qui allaient être les futurs clients des écoles de ciné autrement que par le cinéma, mais aussi genre, ah bah devenez une star de YouTube ou j'en sais rien, tu vois. Donc du coup, je pense que ça a évolué, mais nous, clairement, la façon d'attraper les gens, c'était de dire, vous allez faire du cinéma, quoi. Et du coup, ça a obstrué tout un pan énorme des possibles en termes de métier et tout dans le milieu, quoi. Parce que ça se limite tellement pas au cinéma. Bah, évidemment, il y a la télévision qui est hyper liée au cinéma finalement, parce que c'est les chaînes qui financent, etc. Mais, euh, mais aussi, euh, mais aussi toute la vidéo de commande, quoi, pour entreprise, ou le clip ou la publicité, ou bah ouais, les vidéos sur Internet, quoi. Donc, voilà.
À l'époque où j'étais étudiant, je sais pas si tu t'en rappelles, on doit avoir plus ou moins le même âge ou être de la même génération. Luc Besson avait monté son école et je me souviens qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup parler parce qu'il y avait cette volonté aussi de casser les codes de comment on fait du cinéma, de former les réalisateurs autrement. Alors, je crois que l'école a fermé depuis et je suis pas sûr qu'elle ait rempli ses objectifs, mais quel regard toi tu portes sur tout ça? Peut-être le regard que tu portais à l'époque et celui que tu portes aujourd'hui. Ouais, à l'époque, c'est vrai que ça bousculait tout le monde en mode oh là là, mais du coup, on n'est pas dans la bonne école. Tu vois, si t'es dans ce truc de. C'est vrai que la question d'avant, c'était d'où nous vient cet objectif ou d'où m'est venu cet objectif de faire du long à tout prix. Et j'ai l'impression qu'au-delà de l'école, c'est aussi toute une société où mon éducation, où j'ai été éduqué pour la compétition, pour gagner et tout. Et du coup, bah, si tu veux être le meilleur, bah, c'est quoi le meilleur aujourd'hui dans la vidéo? Bon, bah, c'est le cinéma. Et du coup, faut faire. Enfin, tu vois, c'est tout ça qui te rentre dans la tête et qui sont pas des trucs authentiques, qui sont pas authentiques du tout en moi. Ouais. Et donc pour répondre à ta question de l'école de Luc Besson, bah, je pense que dans cet état d'esprit, tu peux te dire bah du coup je suis pas dans la meilleure école. Mais déjà je le savais que j'étais pas dans la meilleure école. J'étais pas à la Fémis, j'étais pas à Louis Lumière, tu vois, j'étais pas à la meilleure école. Euh, mais parce que je sais que j'aurais pas pu rentrer, parce que j'avais pas de culture ciné suffisante du tout. Et, euh, et du coup, ouais. Et puis ensuite, quand j'ai appris que l'école de Luc Besson se cassait la gueule, bah, c'est en vrai ça qui a donné une impulsion pour essayer de créer une autre façon de faire école avec l'association qu'on a créée avec Jérémy et Réa, euh, qui s'appelle l'Atelier 7, avec laquelle on a fait des résidences. Bon, et ça nous est venu aussi d'une lecture de Ivan Illich, qui a un livre qui s'appelle Une société sans école et, et qui nous a beaucoup parlé. Et on a rencontré aussi des gens qui avaient fondé des écoles démocratiques. Et on s'est dit, mais c'est génial. Enfin, en fait, c'est de ça dont on aurait aimé pour apprendre le cinéma. C'est un peu perturbant de se dire, ouais, il y a des enfants et tout qui peut-être vont pas être dans le système d'éducation nationale traditionnel, mais vont sortir de ça pour aller dans des écoles démocratiques parce que la définition de l'école démocratique, c'est justement, c'est pas une école. Ils disent même que c'est pas une école alternative, c'est une alternative à l'école. Donc en fait, c'est pas une école. Ils l'ont nommé école, mais juste pour que les gens comprennent un peu que ça peut remplacer une école peut-être. Euh, et l'idée, c'est qu'il n'y a ni prof, ni programme. En fait, les élèves, ils continuent de les appeler les élèves parce que c'est des personnes qui s'élèvent d'eux-mêmes, tu vois, ou ensemble en tout cas. Et au premier abord, comme ça, tu te dis, ouais, mais du coup, est-ce qu'ils ont l'élan d'apprendre par eux-mêmes ce qu'il faut? Mais qu'est-ce qui est ce qu'il faut, tu vois? Est-ce que ce qu'il faut, c'est pour justement avoir le bout de papier qui dit que tu as eu ton bac ou ton brevet? Euh, voilà. Bon, au final, on se rend compte que c'est beaucoup des gens, enfin, des retours que j'ai eus, c'est beaucoup d'enfants et tout qui sont pas adaptés à l'éducation nationale et qui se retrouvent là, mais qui du coup ne sont pas forcément non plus adaptés à ce non-cadre qui est l'école démocratique, parce qu'on a tellement été toute notre vie très encadré et tout, donc de sortir d'un cadre comme ça, on peut se retrouver perdu. Mais il y a des enfants pour qui c'est très adapté ou qui ont reconnu ça toute leur vie et du coup, bah, ils sont très autonomes, etc. Donc, très cool. Mais ouais, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, non, mais moi, j'aurais tellement aimé rien que d'avoir la moitié, disons, allez, la moitié du temps à l'école qui soit alloué à apprendre ce que tu as envie d'apprendre toi. Putain, mais j'aurais tellement adoré ça. Avec le recul, j'ai tellement l'impression qu'on m'a volé des années de vie à l'école. Parce qu'on m'a forcé à apprendre des choses qui ne me servent pas à grand-chose, qui étaient juste là en vrai pour nous trier les uns les autres, pour nous amener dans des voies, pour remplir des jobs, pour faire tourner la société. Et tu te dis, bon, bah oui, ça a peut-être une vertu quelque part, mais ça a quand même une fonction assez triste de ranger les gens dans des cases et suivant leur réussite scolaire qui n'a rien à voir avec le milieu professionnel derrière. Enfin bref, c'est vraiment histoire de trier les gens, quoi, suivant ouais, leur milieu social, etc. Et du coup, ouais. Du coup, on s'est dit, putain, mais en fait, ça serait en tout cas super adapté à apprendre le cinéma, puisque le cinéma, ça, enfin, nous, comment on l'a appris, ça s'est beaucoup appris sur le tas, enfin, en faisant, en fait, en faisant des films. Et la théorie, en vrai, on l'a déjà, elle est présente de ouf partout dans les livres, sur Internet. Ça veut pas dire que les retours d'expérience de professionnels sont pas inutiles, hein. Ouais, c'est pour ça qu'à l'Atelier 7, on a fait venir d'ailleurs des professionnels du milieu pour faire des retours d'expérience, mais c'est pas des profs, quoi. C'est pas des gens, comme on s'est retrouvé à l'école de ciné, qui viennent de sortir de l'école de ciné, puis ensuite te donnent un cours, tu vois. Alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans le milieu professionnel, ils se permettent
de te former. Donc c'est un peu en vase clos et un peu très limitant en termes de connaissances. Je regrette de ne pas avoir ouvert de livres pendant que j'étais à l'école de ciné parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement plus de choses à apprendre dans les livres qu'à l'école. Et j'ai tellement été éduqué à ce que le savoir vienne des professeurs que j'ai pas du tout. Ouais, je me suis dit, bah non, mais si je suis à l'école et si mes parents payent l'école, c'est bien pour que j'écoute l'école et c'est l'école qui va me former. Et en fait, c'est après l'école, quand j'ai ouvert des livres, que je me suis dit, ah merde, en fait, j'aurais dû les ouvrir pendant l'école. Au moins, j'aurais pu tester des trucs qu'il y avait dans les livres et j'aurais sûrement beaucoup plus appris. Ouais, et puis les profs, en fait, ils ont leur propre, comment dire, leur propre analyse de ces livres. Donc, en fait, ce qu'ils te transmettent, c'est même pas ce qu'il y a dans les livres. En fait, ils te transmettent ce que eux ont compris de ce qu'il y avait dans les livres. Et du coup, ça crée un intermédiaire supplémentaire qui rend la transmission encore plus difficile. Ou même, ils les ont peut-être même pas lus, tu vois. Parce qu'ils ont été comme moi à l'école, ils ont appris des professeurs et puis c'est ouais, c'est une boucle un peu nulle, quoi. Du Mm. coup, quand tu montes l'atelier 7, donc c'est avec cette volonté de faire autrement, vous le faites sous la forme d'une association. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est facile de monter ça? Est-ce que vous rencontrez des freins? Enfin voilà, c'est quoi ton retour d'expérience sur le démarrage de cette non-école? Euh, ouais, bah au début, on rêve grand, quoi. On se dit, bah vas-y, on va monter une école à l'année et tout, il nous faut des locaux. Et puis on se dit, bah on est à Paris, donc on va essayer de montrer ça à Paris. Et puis en fait, on rencontre quand même hein, la mairie de Paris, Est Ensemble. Oh, je sais plus le nom du département, le 93. Enfin, en vrai, on est accueilli par pas mal de gens, mais à chaque fois, c'est ah, mais on n'a pas de budget ou on n'a pas de lieu à vous passer, mais votre initiative est très cool, on soutient. Voilà, essayer de, il y a des appels d'offres en permanence publics, quoi. Essayer de répondre à l'un d'entre eux. Mais du coup, quand on s'est un peu renseigné là-dessus, bah, ça nous faisait rentrer dans des cases qui allaient détourner notre projet. Donc on s'est dit, bah non, mais justement, là, l'idée, c'est de faire autre chose, c'est pas de re-rentrer dans des cases. Donc, euh, donc ouais, du coup, ça a été un long chemin pour comprendre que, ok, c'était peut-être un peu ambitieux de direct monter une école à l'année. Et du coup, en 2020, tout début 2020, on s'est dit, allez, on monte une résidence d'un mois. On monte une session d'un mois, quoi. Et j'ai loué un gros Airbnb pour tout le mois de juillet. Et puis là, le confinement tombe, le Covid tombe. Et là, je me dis, oh non, on va pas y arriver. Mais comme on était tellement incertain de ce que ça allait être, tout ça, bah, du coup, je me suis dit, non, mais on maintient, on fait tout comme si ça aurait lieu. Et si ça n'a pas lieu, on annulera au dernier moment, mais au moins, on aura appris de toute l'organisation, quoi. On saura le refaire plus facilement. Et au final, on a pu le faire parce qu'on a été déconfinés juste avant et tout. Donc c'est très bien tombé. Et du coup, ouais, on a fait une première session en juillet 2020 et on a fait une deuxième en juillet 2021. Et on a eu de la chance, pareil, on a eu beaucoup de partenaires qui se sont euh, joint à l'aventure. Mais ça aussi, c'est un truc qu'on a compris en faisant, c'est que tant qu'on n'a pas de date ni de lieu, tu peux pas vraiment avoir des partenaires. En fait, tant que c'est pas concret, les partenaires vont juste, ça va être juste des mots, genre ah oui bah c'est cool votre initiative, voilà, mais il y a rien, ils vont pas, tu vois, signer un papier ou j'en sais rien pour dire nous vous soutenons. Non, c'est une fois que les choses existent et sont concrètes que là, on a eu le CNC qui a attribué des bourses pour rendre gratuit aux personnes les plus défavorisées. La SACD aussi, la SCAM aussi. On a eu Blackmagic qui nous a prêté des caméras, Nikon aussi, SOS Ciné qui nous a prêté du matériel son et lumière pour la première année. Bref, la deuxième année, on a eu aussi Dinosaur, une boîte de location de matériel son. Enfin, ouais, il y a MSI aussi qui nous a prêté des ordinateurs. Enfin, en fait, on avait tout le matériel pour que nos participantes et participants puissent faire des films en autonomie, quoi. Et c'était le but un peu justement avec la théorie d'Ivan Illich, de genre, en fait, bah, quoi de mieux pour apprendre que d'avoir les outils entre les mains et, euh, et aussi de se transmettre le savoir de pair à pair, et non pas forcément de professeur à élève, mais ensemble, quoi. On grandit ensemble.
Et ça se passe comment, du coup, une résidence? Donc, tu dis c'est sur un mois, donc les gens arrivent. Est-ce qu'ils ont déjà des connaissances dans le cinéma? Déjà, c'est quoi le type de profil qui s'inscrit? C'est des personnes qui ont fait une école avant, qui ont été déçues, qui en sont ressorties? C'est des personnes qui démarrent tout juste après le bac? C'est des personnes, au contraire, qui se reconvertissent après 20 ans de carrière ailleurs? C'est qui? On a eu de tout en vrai. On a eu de tout. C'est vrai qu'on se dit pas, on pense pas être on pense pas être comment, en concurrence avec une école de ciné ou quoi. On pense qu'on peut être soit un complément, soit une alternative. Et du coup, on a eu des gens juste après le bac ou même pas le bac. On a eu des gens après une école de ciné. On a eu des gens autodidactes. On a eu de tout. Euh, un truc important aussi, c'est qu'on a fait une sélection paritaire parce que dans les écoles de ciné, tu te retrouves avec 10% de femmes ou voire moins. Donc là, on a voulu faire une sélection paritaire et les profils qu'on a pris, en gros, c'était surtout des. On s'est dit parce que la peur aussi, hein, nous on avait peur du concept hein, de l'école démocratique, de cette liberté totale et tout. On s'est dit, oh là là, et si les gens ne font rien, quoi? Si les gens ils sont là, ils attendent et ils lancent rien d'eux-mêmes et tout. Donc on a quand même choisi des profils qui étaient un minimum moteur. On voulait pas être un stage découverte dans le sens où il fallait qu'ils aient déjà fait au moins un ou deux projets, tu vois, d'eux-mêmes. Donc voilà, du coup, ça a plus été des profils de réal, chef-op, de gens qui savaient porter leur projet, tu vois. On a aussi des comédiens qui commençaient à porter leur projet. Enfin, on a eu un peu de tout, mais quand même, ouais, des gens pour qui aussi on pouvait être le plus gros coup de pouce. L'idée, c'était pas de prendre juste les meilleurs, ceux qui étaient les plus avancés, machin. Non, on se dit, bah, ceux qui ont déjà un réseau, enfin, qui bossent déjà, etc. Bon, ils vont peut-être pas avoir besoin de cette structure, donc on a plutôt sélectionné des gens qui avaient besoin de rencontrer d'autres personnes, qui n'étaient pas forcément encore dans le milieu, etc. Et donc là, aujourd'hui, vous avez encore une résidence qui est prévue. Non, non, bah en fait, c'était tellement de taf à organiser. Tu vois, ça nous prenait 6 mois de l'année pour un mois de résidence. Puis comme on a changé de lieu à chaque fois, enfin pour l'aide de résidence, du coup on s'est dit bon, là on n'a pas forcément l'énergie, puis on a d'autres projets, donc on va calmer le truc. Et du coup, enfin, on s'est donné comme objectif de trouver un lieu qui pourrait accueillir des sessions à l'année. Moi, j'adorerais expérimenter une session aussi longue qu'une année scolaire, tu vois, de septembre à juin voir ce qui se passe. Donc ça serait, je pense, autrement. Parce que là, pendant un mois, on avait comment, tout le monde était logé, nourri. Là, pendant une année scolaire, je pense sera plus souple. Enfin, ça sera encore plus autonome pour les gens, quoi. Mais bon, on recherche pas trop activement le lieu, donc on n'est pas prêt de le trouver. Mais c'est un projet long terme. J'espère qu'on le mènera jusqu'au bout, ouais. Alors, tu as d'autres projets un petit peu sur le feu, t'en as pas qu'un. J'ai essayé de les lister pour préparer un petit peu mon entretien. Il y a Rouge, Vert, Bleu, il y a Story Tank. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur chacun et me dire aussi comment tu crées des synergies avec tout ça? Il y a peut-être Les Parasites aussi qui continuent. Enfin, en tout cas, il y a eu L'Effondrement qui est sorti en 2020, qui a eu une belle visibilité aussi. Comment est-ce que tout ça se conjugue? Bah oui, ça fait beaucoup de choses en parallèle. Ça me frustre parce que j'arrive pas à avancer comme je voudrais, surtout. Je D'où suis le trop. fait que tu dises que tu as besoin de sommeil. Je fais Ouais, le c'est ça. petit parallèle avec le Trop, début. trop boulimique. Trop boulimique d'envie de faire plein de trucs. Bah, Rouge Vert Bleu, ouais, j'ai monté cette chaîne en quoi? En 2014, je crois. Euh, Et ouais, c'était une envie que j'avais depuis longtemps en vrai de parler de ma passion, tu vois, de la vidéo. Et au début, je voulais faire un blog. Et puis surtout, je voyais un peu des blogs américains qui partageaient du contenu très cool, mais j'avais pas ça en France. Du coup, je me disais, putain, faut faire un blog en France et tout. Et au final, je me dis, bah, Guillaume, quoi de mieux que pour parler de vidéo que de faire des vidéos. Donc, je me suis lancé dans Rouge Vert Bleu, mais ça n'a pas été facile, rien que de accepter de se mettre devant la caméra, tu vois. Ça a été un petit parcours. Et donc, ouais, Rouge Vert Bleu, c'est une chaîne où je donne des conseils sur la création vidéo. C'est un peu une revanche sur l'école de ciné en mode, bah, je vais vous donner, moi, les trucs que j'ai appris et qu'on n'enseigne pas à l'école, quoi. Des trucs très pratico-pratiques et voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai appris et je vous donne mes tips. Et voilà, mais en vrai, l'atelier 7 a un peu aussi découlé de Rouge Vert Bleu parce que
J'avais déjà fait proposer des formations de 5 jours grâce à Rouge Vert Bleu parce que je commençais à avoir quand même pas mal de gens. Enfin, j'avais 40 000 abonnés à l'époque quand je me suis dit, ah, mais je pourrais proposer une formation de 5 jours, tu vois, où là, j'essaie de transmettre tout ce que je sais en moins de 5 jours. Alors, c'est beaucoup trop intensif pour peut-être assimiler tous les trucs, mais c'est la théorie condensée. Après, évidemment, il faut pratiquer pour que ça rentre, tu vois. Mais voilà, et du coup, d'avoir fait ça et d'avoir vu les gens qui sont inscrits très, très rapidement à mes formations, on s'est dit, putain, mais en fait, on pourrait monter une école, quoi. Et donc, c'est aussi de par cette communauté de gens qui me suivent, qui sont intéressés par la création vidéo, qu'on a pu communiquer sur l'atelier 7 et aussi via les parasites. Mais Rouge Vert Bleu, c'était quand même très, très ciblé, sur les gens qui veulent apprendre à faire de la vidéo. Et le Story Tank, c'est pas de mon initiative, c'est l'initiative de Antoine Leboss, le fondateur du Groupe Ouest, qui est une résidence d'écriture qui se trouve au fin fond du Finistère, à Brignogan, et qui, ça part un peu d'un constat politique, on va dire, qui est, qui est que le monde va dans une direction qui court à la perte de l'humanité, possiblement, et aussi au rôle des histoires dans tout ça. La prise de conscience que, bah, en fait, nous sommes des êtres sociaux, mais surtout enfin, constitués des histoires qu'on se raconte et tout, et que du coup, la place des fictions ont un rôle à jouer sûrement dans le monde, et aussi du constat que bah, on s'est fait vachement coloniser par les histoires d'Hollywood qui sont diffusées à grande échelle autour de la planète et qui ont influencé aussi nos façons d'écrire en Europe, en France, nos histoires. Et même, ça a été un peu les pionniers de la théorisation, enfin j'en sais rien, mais les premiers qui ont écrit des livres de théorie sur l'écriture des scénarios, des histoires. Et du coup, bah, nous, on n'a peut-être pas fait ce travail parce que j'ai l'impression qu'on a peut-être plus une culture de genre, waouh, ok, l'art, l'inspiration nous vient du ciel, de Dieu, je sais pas, tu vois, genre on va pas théoriser ça, sinon on va s'enfermer dans des cases et tout, ce qui peut être quelque chose de très beau théoriquement et libérateur et tout, mais du coup, à côté, il y a des gens qui ont théorisé des choses et qui, finalement nous ont envahi nous et même si on n'a pas lu les théories, finalement, on raconte les histoires selon ces schémas qu'on a vus 1000 fois dans des films, quoi. Donc voilà, donc l'idée c'est de déconstruire ça et de peut-être construire de nouvelles théories ou comme ils disent des outils pour les scénaristes ou même en dehors de gens qui font des scénarios, mais de se rendre compte de la place des histoires dans le monde et de leur importance. Et voilà, donc c'est très intéressant parce que c'est la réunion de chercheurs et de scénaristes, donc de chercheurs en sciences dures et sociales, donc, tu peux avoir des chercheurs en neurosciences ou euh, des anthropologues et tout ça, et des scénaristes. Et l'idée, c'est de faire rencontrer ces gens et d'essayer de trouver des nouvelles façons de voir les histoires, de faire des histoires. Tu aurais un exemple concret de schéma qu'on a tous en tête sur un scénario et qu'on pourrait potentiellement déconstruire? Ouais, bah, il y a deux choses. Il y a déjà l'idée que sans conflit, il n'y a pas d'histoire. Ça, c'est un truc qu'on peut nous répéter plein de fois. Et aussi, après, si tu vas plus loin, ce serait le voyage du héros, la structure du voyage du héros, qui a été théorisée premièrement par Joseph Campbell avec son livre Le héros aux mille visages. Et puis ensuite par Christopher Vogler avec The Writer's Journey, qui a été traduit en français par Le Guide du scénariste. Euh, voilà, et qui est un peu devenu la Bible d'Hollywood, quoi. Et du coup, même inconsciemment, tous les films, enfin, consciemment ou inconsciemment, tous les films presque empruntent cette structure. En tout cas, quand tu pars dans les blockbusters américains, les gros films, etc., bah, tu vois Star Wars, Matrix, tous ces films, en vrai, sont empreints du voyage du héros à mort. Mais même les films de Christopher Nolan et tout, c'est vraiment... Et il le maîtrise très bien, hein, c'est une structure qui fonctionne, etc. Mais tu te rends compte qu'au final, les théoriciens ont énormément théorisé la narration, mais peut-être au détriment, bah ça tu vois, c'est le storytelling qui m'a donné un peu cette vision, un peu au détriment des autres dimensions que peuvent contenir une histoire. On a eu un intervenant au storytelling qui s'appelle Mathieu Taponnier, qui est scénariste et monteur, et qui nous a donné, bah d'ailleurs, je vous invite à aller voir son interview sur la chaîne YouTube du Storytank. En vrai, toutes les vidéos, nous, justement, moi, mon rôle avec bah, Jérém et le reste de notre équipe, de capter, de filmer tout ça, de filmer Storytank. Et du coup, tout est mis sur YouTube.
Et bon, il y a de tout, hein. Tu as des vidéos qui sont pas très intéressantes et puis tu en as certaines qui sont intéressantes. Moi, si je vous conseille de regarder, c'est écouter les interviews des scénaristes. En vrai, c'est ça, pour nous, en tout cas en tant que scénariste, c'est les vidéos les plus riches. Et sinon aussi, il y a la vidéo de Massamba, un griot sénégalais qui est hyper émouvante, enrichissante et qui fait prendre du recul justement sur le rôle des histoires et puis comment on peut peut-être un peu se réinventer. Et donc ouais, Mathieu Taponnier nous dit que pour lui, une histoire est constituée de trois dimensions. Il y aurait la première qui serait narrative, c'est-à-dire bah, vraiment les étapes, les péripéties, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on accroche, comment on accroche le spectateur dans notre histoire, etc. Donc ça, finalement, on l'a hyper théorisé, Hollywood l'a hyper théorisé. Ensuite, on a la dimension de transmission ou éducative. En gros, qu'est-ce qu'on va faire découvrir au spectateur? Est-ce qu'on lui transmet un savoir? Est-ce qu'on lui fait découvrir un monde même imaginaire, tu vois, mais ou un monde réel, tu vois, les coulisses de je sais pas quel milieu, ou tu vois le monde de la politique ou autre, tu vois, on nous fait découvrir des choses. Et puis la troisième dimension, qui lui l'appelle la dimension lyrique ou poétique. Moi, j'aime bien dire la dimension de la célébration. En gros, qu'est-ce qu'on célèbre dans notre histoire? Et rien que tu vois de théoriser ça, bah tu te dis waouh, ok, c'est vrai que une histoire riche et complète, bah pour moi, elle coche ces trois cases. Et en exemple, je peux donner les films de Pixar qui, pour moi, souvent cochent les trois cases. Enfin, il y a toujours une célébration de la vie, il y a toujours une transmission de, soit d'un monde imaginaire, soit de choses, quoi. Et donc, ouais, c'est peut-être ça enfin, pour moi, il y a à la fois ça, et après, si on sort du story tank, pour moi, on n'a pas encore été assez loin dans le story tank. Pour moi, on est un peu freiné par des biais qu'on va peut-être pas décrire là, que j'ai l'impression d'observer, mais pour moi, si on va plus loin dans la politique, euh, en fait, j'ai l'impression de me rendre compte que la façon dont on a de théoriser les histoires et dont on a de raconter les histoires sont très centrées sur l'individu. Bon, ça, on l'a hein, au sein du Story Tank, même du groupe Ouest, etc., mais au sein de l'individu. Et ça en oublie le collectif. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est même comment on raconte le monde en dehors des fictions, mais comment on raconte le monde aujourd'hui. On va raconter, tu vois, on va mettre en avant des figures, genre Steve Jobs, genre Elon Musk et tout. Et en fait, c'est des façons de raconter l'histoire qui sont en plus fausses, qui sont quelque part falsifiées, détournées, parce qu'on va raconter l'histoire d'un bonhomme au détriment de tout le collectif derrière qui a permis que ce bonhomme soit là, qui a vraiment créé, je sais pas, la révolution de l'iPhone. Enfin, tu vois, en vrai, c'est pas Steve Jobs qui a fabriqué. Enfin, tu vois, c'est juste quelqu'un qui a raconté une belle histoire pour vendre un produit ou pour vendre sa personne. Et en fait, ce voyage du héros, tu te rends compte que la, que c'est que c'est le mythe du self-made man, Euh, la personne qui s'est fait toute seule et qui est justement, enfin, plus tu creuses, plus tu te rends compte que c'est une histoire m- à grande majorité fausse, que personne se fait seul et que tous ces gens qu'on décrit qui se sont faits seuls ne se sont pas faits seuls. Et du coup, ouais, c'est une histoire fallacieuse du monde. Donc voilà, du coup, c'est comment on remet du collectif et comment on arrive à raconter des histoires qui accrochent quand même les spectateurs, tout en racontant peut-être une histoire un peu plus vraie de l'humain, de l'humanité qui n'évolue pas seul, mais qui grandit, qui part d'un point de départ et qui est le résultat de beaucoup de choses. Est-ce que du coup vous êtes allé voir le rôle qu'a pu avoir le cinéma dans les dynamiques de propagande? Là évidemment je pense à la guerre froide, mais quand tu parlais du self-made man, voilà, c'est aussi cette logique de dire on va faire du cinéma qui prône notre mode de vie, notre mentalité. J'imagine que tu connais aussi un petit peu l'histoire du plan Marshall et l'origine, voilà, on va dire l'invasion culturelle qu'a pu avoir les États-Unis sur la France à ce moment-là et tout ce que ça a induit pour nous. Comment est-ce que tu vois tout ça? Non, non, bah clairement, les histoires sont des outils de propagande, sont là pour véhiculer des idées, des savoirs, des visions, des messages, évidemment, quoi. Évidemment, et c'est ça le truc qui est trop triste, je trouve, c'est que
comme ça s'industrialise, comme on fait un peu du contenu pour le contenu, quand c'est la guerre de l'attention, etc. En fait, il y a même enfin oui, de la part de l'industrie et du coup même c'est finalement de la part des auteurs et tout, on en oublie que ça a un rôle à jouer, quoi. Ça a un rôle politique à jouer. Et du coup, bah, on en arrive à faire des scénarios vides et creux où c'est que des redites de redites. Et c'est ça qui fait un peu peur, je trouve, avec l'IA. C'est que ça peut être des outils hyper cool et libérateurs. Ouais, j'amène un autre sujet énorme, c'est Non, mais dans justement, je la voulais te parler de la conversation. grève des scénaristes, donc ça fait une bonne transition aussi, hein. Ok, waouh. Ça peut être un outil hyper cool et émancipateur, enfin, et créateur et tout ce qu'on veut. Mais bon, le monde n'est pas construit pour ça. Le monde est construit pour nous mettre au travail et pas libérer l'humain du travail. Donc, du coup, c'est un peu contradictoire. Mais ce qui me fait peur, du coup, dans cette folie consumériste, c'est que bah, on va encore plus accélérer la cadence sur la création de contenu vide et creux et redite d'un monde qui est mort déjà, mais qu'on va faire continuer de vivre par une boucle de on se recite en permanence, quoi, alors qu'on a besoin de nouvelles choses, nouvelles visions et tout. Donc ouais. Et quelque part, de faire des fictions et des contenus creux, bah en effet, c'est politique aussi, dans le sens ça ne fait que continuer la grande histoire et notre système tel qu'il est, quoi. Ça le remet en rien en question et ça fait que ouais, le perpétuer. Donc du coup, ouais, clairement c'est politique, mais de toute façon, je pense que les États, tous les milliardaires qui achètent des médias, tout le monde en est très conscient quand tu arrives dans des sphères assez hautes d'influence et tout, évidemment. Mais même en France, on a France 24 qui est notre petit outil de propagande à l'international, tu vois, de propagande ou on va, si on veut le dire avec des jolis mots, de partage de notre vision à la française du monde, tu vois. Mais évidemment de propagande pour imposer notre vision du monde, enfin imposer, en tout cas, ouais, la proposer. C'est intéressant parce que du coup, ça permet aussi de faire le parallèle entre le fond et la forme. C'est-à-dire que la manière dont on construit le cinéma avec ce côté très hiérarchisé va produire des œuvres qui vont être des œuvres, bah, comme on l'a dit, qui vont être un certain mode de pensée très fermé, pour utiliser un autre mot que propagande. Mais du coup, l'idée, c'est de voir aussi, bah, en déconstruisant la manière même dont se gèrent les équipes, dont on apprend le cinéma et dont on fait du cinéma, en déconstruisant la manière dont on pense le scénario, et bah peut-être qu'on peut en venir aussi à déconstruire ou en tout cas à proposer d'autres choses en termes de contenu et donc en termes de vision du monde et de ce qu'on attend de notre société. Et donc le parallèle entre les deux, je le trouve assez pertinent. Est-ce que tu veux t'exprimer peut-être sur le sujet de la grève des scénaristes, si tu l'as suivi un petit peu ou pas tellement? Non, j'ai pas du tout suivi, j'avoue. Parce que c'était en lien avec l'IA, non? Pour essayer d'encadrer Ouais, l'IA. ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, ils se mobilisaient contre l'émergence de l'IA dans les métiers du cinéma et Hmm. bah, du coup, la déconstruction de leur travail, en fait, et bah, en gros, c'est le chômage technique qui risque d'en découler. Bah ouais, non, mais en vrai, c'est vrai que ça fait flipper. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est fou parce que tous ces outils, la machine, en vrai, ça a toujours été ça, la machine qui pourrait, qui devait théoriquement libérer l'humain du travail. En fait, on ne fait pas du tout évoluer le système pour que ce soit le cas. Donc du coup, bah, tout le monde flippe parce qu'en effet, tout le monde va se retrouver sur le carreau pendant que des propriétaires qui possèdent ces outils-là vont s'enrichir encore plus, quoi. Donc c'est complètement absurde. Mais ouais, et du coup, on se bat. C'est drôle, c'est que du coup, on se bat pour continuer de travailler, alors qu'on devrait se battre pour se libérer du travail. Mais enfin bon. Bon, là, ça, c'est dans mes grandes. C'est dans comment? Mes visions idéalistes, utopistes du monde. Mais, mais ouais, moi, je trouve que ça pose. On voit beaucoup de gens qui sont inquiets aussi par finalement, mais qui est l'auteur alors? Qui est l'auteur si l'IA se nourrit de plein d'auteurs qui l'ont précédé? Qui est l'auteur, même des images, de tout ça et tout? Et j'ai l'impression que du coup, ça questionne. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça questionne du coup bah, ouais, les droits d'auteur. Finalement, la propriété d'une œuvre, d'une idée et tout. Ça questionne ça. Et du coup, ça, je trouve, ça vient juste mettre peut-être en relief l'absurdité de cette propriété intellectuelle, tu vois, d'une œuvre. Parce qu'en fait, l'IA se nourrit de toutes les œuvres précédentes, mais nous aussi, en tant qu'auteur, on se nourrit de tout ce qu'on a vu. On sort pas justement, je pense complètement que cette idée est fausse, qu'un auteur est inspiré du ciel, tu vois, ou de lui, ou de son talent inné, ou je ne sais quoi. Non,
évidemment qu'on s'inspire de ce qui nous entoure, de ce qu'on a déjà vu, voire des fois on copie, on remodèle, enfin bref, on... Donc ouais, ça vient me poser vraiment cette question-là. Et j'aime bien que ça bouscule. Après, notre monde n'est vraiment pas là pour se poser des questions, il est là pour se perpétuer. Donc du coup, c'est ça qui coince, je trouve. Ça pose même la question de... Enfin, moi, je pose déjà beaucoup la question de à quel point on pourrait pas considérer que tout le monde est auteur, même sur un projet, tu vois. Parce que finalement, le nombre d'auteurs sur une fiction, il est très limité. Juste les scénaristes, réal, musique, dialoguistes, peut-être si on doit séparer un peu dans le scénario. Enfin, tu peux avoir plusieurs auteurs différents, ceux qui ont fait la Bible, ceux qui ont écrit, enfin bref. Et... Mais voilà. Et après, les propriétaires, c'est ceux qui ont mis l'argent et les auteurs et les prods, qui n'ont pas forcément mis d'argent, mais qui sont propriétaires quand même de l'œuvre parce qu'ils l'ont fabriqué. Mais en vrai, tous les gens qui ont travaillé dessus l'ont fabriqué. Ouais, voilà, donc tout ça, moi, me pose des questions, me donne envie de tout réinventer. J'ai une dernière question à te poser. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais? Waouh, je sais pas. J'allais dire, je fais disparaître l'argent. Mais je sais pas ce que ça donnerait, hein. Ça foutrait beaucoup, beaucoup la merde. Ok, alors dans ce cas-là, ce serait un double pouvoir de baguette magique. Je supprime l'argent et je réécris l'histoire du monde pour que l'humanité sache faire sans argent, sans compétition, sans consumérisme, etc. Oui, je réécris tout. Le big scénariste, quoi. Tu refais tout le scénario. Oui, c'est ça. Non, mais c'est fou. En vrai, tu te rends compte que tout n'est qu'histoire. En fait, on est vraiment des êtres d'histoire. Et mais les religions sont des histoires. Enfin, tout n'est que histoire. Tu vois, même la valeur de l'argent, c'est une histoire commune qu'on se raconte, auquelle on croit tous. Et puis, du coup, ça a de la valeur, mais c'est une fiction. Enfin, le pouvoir, les pouvoirs qu'on donne à des gens et tout, ouais, c'est tout le monde. On se raconte cette histoire que c'est lui qui a le pouvoir. Tu vois. Enfin, mais comme c'est collectif, ça a de la force. Merci beaucoup, Guillaume, et à bientôt. Bah, merci, Alex. Bah ouais, à bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup apprécié l'énergie de Guillaume et je trouve son témoignage passionnant. J'en retiens notamment, tout d'abord, que le monde du cinéma, à l'instar de celui du spectacle et de bien d'autres domaines professionnels, fonctionne en vase clos. Et pour faire le parallèle avec ce que nous disait Ariane Biran dans le dernier épisode, tout ce qui conduit à un repli sur soi conduit inévitablement à l'autoritarisme. La démocratie, c'est l'ouverture aux autres. Si faire du cinéma passe par le fait d'intégrer une école, que ces écoles sont souvent privées et coûteuses, les écoles publiques étant réservées à la crème de la crème, que les élèves qui les intègrent ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, ne serait-ce que pour rentabiliser ce coût, mais que les attentes des professeurs les conduisent inlassablement vers la compétition pour faire de l'élite du cinéma, on comprend aisément comment on en arrive à former non pas les meilleurs cinéastes, mais les plus conformes. Pour Guillaume, il est donc nécessaire de commencer par nous déformater de ce que nous apprennent les écoles. Il prend pour cela l'exemple du long métrage, qui est souvent vu comme un objectif à atteindre pour les réalisateurs qui veulent faire carrière, alors que ce n'est pas forcément une finalité. Ensuite, que, comme les enfants, les adultes apprennent en jouant et en imitant les autres. Ce qui a été salvateur pour Guillaume, ça a été de retrouver le plaisir de jouer et de faire en sorte que son travail reste un jeu. Cet échange n'est pas sans rappeler celui que j'avais eu avec Anne-Claire Gentialon sur les métiers passion. Perdre la flamme, c'est se consumer peu à peu et s'enfermer davantage dans un système. Guillaume nous dit de plus que c'est en faisant qu'on apprend. La théorie se retrouve dans de nombreux livres et on peut aller chercher le savoir dès lors qu'on en a besoin. Cette conception de la pédagogie s'inscrit dans la lignée des écoles démocratiques, mais aussi dans celle de l'éducation populaire. Le savoir des livres, nous pouvons l'acquérir par nous-mêmes sans avoir besoin de l'intermédiaire enseignant. Ce que nous apprennent les autres, ce sont leurs expériences. Maxime Gorky disait « Apprendre, c'est le partage des expériences. C'est ça et que ça. » Enfin, qu'il ne faut pas seulement revoir nos manières d'apprendre. Il faut aussi revoir nos manières de raconter les histoires. À vrai dire, les deux fonctionnent de pair, car si nous valorisons la compétition dans la vraie vie, nous allons inventer des récits et des mythologies qui justifient cette manière de penser et nourrissent la croyance que la compétition est nécessaire. Croire au self-made man, par exemple. C'est s'auto-persuader que l'on peut réussir seul alors que dans les faits, on réussit toujours ensemble. Mais si l'on passe notre temps à voir des films de gens qui réussissent seuls, on croira toute notre vie qu'on est un raté.
Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Guillaume. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.